120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Kalthoum Jmail, bienvenue au Studio 3. Merci Hatem pour votre invitation. Donc nous allons parler de votre nouvel ouvrage, Histoire pour enfants de 9 à 99 ans, un livre qui s'inscrit dans la continuité de votre ouvrage antérieur, qui s'intitule quant à lui « L'homme et l'oiseau, un lien éternel ». Oui, en effet. En fait, c'était un concept de deux livres. Lorsque j'ai eu l'idée d'écrire sur les oiseaux, et je voulais faire un livre pour les adultes et pour les enfants. Mais malheureusement, je suis tellement lente, donc j'ai dû d'abord accoucher du premier, et puis voici donc le deuxième. Et le premier est une véritable étude en profondeur sur le monde des oiseaux. C'est-à-dire la relation entre l'homme et l'oiseau. Et ce livre est paru aux éditions L'Harmattan en 2023. Oui, en effet, oui. Et là, nous sommes dans une continuité qui, elle, est plutôt ludique. Donc, un livre, Histoire pour enfants de 9 à 99 ans. En réalité, c'est mon premier roman. C'est la première fois où vraiment je m'initie à une histoire, un roman, où je croise quand même des événements réels, ou de vrais oiseaux, parce que je parle aussi des oiseaux, et où la trame est une trame de roman, pas de recherche comme j'ai l'habitude de le faire depuis quelques années, voilà. Et donc que vous faites parler un grand-père, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'un grand-père va initier un peu, va parler donc des oiseaux à son petit-fils. Et cette histoire, donc, ça s'adresse vraiment aux gens adultes, aussi bien adultes que aux enfants, qui s'intéressent aux oiseaux, éventuellement, mais aussi c'est-à-dire qui est cette forme qui est un peu aussi une aventure dans cette histoire-là. Mais j'amène j'ai toujours écrit des livres sur des textes, sur des thèmes qui m'intéressent en réalité. Donc, quand j'écris un livre, j'essaie de croiser plusieurs axes. Et c'est vrai que l'idée principale, c'est comment aborder les oiseaux, comment amener un enfant à s'intéresser aux oiseaux. Mais aussi, j'amène certains axes, c'est-à-dire de l'histoire un peu, aussi un peu de géographie cette fois-ci, et qui fasse qu'il y ait un ensemble pour créer une histoire. Et cette fois-ci, mes trois, disons, principaux axes, c'était pourquoi ne pas parler des petits héros? On parle tout le temps des grands héros, mais pas assez des petits héros qui font l'histoire du monde. Et cette fois-ci, j'ai choisi les pêcheurs. Les pêcheurs qui pêchent dans la mer, les pêcheurs. Et nous avons un pays avec 3 côtés sur la mer. Et j'ai pas encore rencontré de livre tunisien, en tous les cas, qui parle de pêcheurs. Tu en as rencontré? Quelques-uns, oui. Qui parlent des pêcheurs. Pas au niveau du documentaire, c'est-à-dire des pêcheurs qui ont hérité d'une forme, la manière de pêcher des Maltais ou des Portugais ou bien qui ont créé leur propre, mais vraiment une histoire de pêcheurs tunisiens. Et aussi, mon deuxième axe, c'est aborder les minorités. Nous avons une minorité qui est la sicilienne, et qui a existé depuis plusieurs siècles en Tunisie. Et quelque part, je la regrette beaucoup. J'aurais aimé voir plus de Siciliens en Tunisie. Et cette relation de pêcheurs, de Tunisiens et de Siciliens, parce que nous avons les mêmes rives, la même région. Voilà. Et donc le troisième axe, évidemment, c'est comment amener donc comment aborder plusieurs sujets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les oiseaux,
il n'y a pas seulement la région, mais aussi ces petits héros qui vont, disons, évoquer une évolution qui va se faire dans l'histoire. Et donc c'est la démarche qui a abouti à ce texte, qui est un texte donc romanesque, qui est un récit, une histoire qui est racontée. Et vous sortez là de votre zone de confort parce que sinon vous êtes plus dans la recherche. Oui, c'est-à-dire même ce texte-ci, je l'ai quand même accompagné d'une forme de recherche parce que je voulais m'appuyer sur des faits vrais. Comme par exemple l'apparition du moteur. Parce que à un moment donné, il va y avoir un des Siciliens qui, lui, va amener un chalutier à moteur. Et c'était une vraie découverte pour ses autres amis, qui étaient siciliens et tunisiens, et un moteur qui va donc transformer leur vie. Et qui va aussi provoquer en eux d'autres désirs, d'autres besoins. Et voilà, je ne vais pas tout raconter, parce que sinon, on ne va pas me lire, là. Non, tout à fait. Alors, en fait, le public vous connaît comme peintre. Vous avez commencé à exposer dès 1973. Oui, absolument, oui. Et vous avez abandonné la peinture ? Je l'ai abandonné en 2006. Ma dernière exposition en 2006, parce que je voulais depuis très très longtemps écrire. Et quand j'approchais de mes 50 ans, je me suis dit maintenant vraiment je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et je me suis mise à l'écriture. Et votre premier livre paraît en 2008 aux éditions Jugurtha. Il s'intitule « La préhistoire ou le génie créateur de l'homme ». Absolument, oui. Et c'était sur la peinture, en fait. C'était à la demande de Madame Allah yarhamha, Faiza Skandrani, qui m'avait demandé un livre sur la peinture à ce moment-là. Et j'avais choisi donc la peinture préhistorique, que je trouve vraiment, et jusqu'à aujourd'hui, une des plus fascinantes, parce que comment un homme de 40 000 ans en arrière ait pu dessiner des formes, ou bien il y a à peine, enfin il y a une 20 000 ans en arrière, qui peignait comme un photographe des buffles dans des cavernes. Donc vraiment la peinture préhistorique vous amène à vous poser beaucoup de questions, et c'est le premier sujet que j'ai abordé. Après quoi, vous avez contribué à une collection de livres pour enfants intitulée Saadou le Magnifique, en collaboration avec Célie, une maison qui est établie entre la Tunisie et le Sénégal. Oui, c'était un projet de 12 livres, en fait, que j'avais proposé, mais je m'étais arrêtée à 4, parce qu'au bout de 4, l'éditrice n'était plus intéressée, donc on a arrêté à 4, voilà. Très bien. Et le livre qui vous a révélé au grand public est paru la même année, et il est consacré à votre grand-père, qui est loin d'être un inconnu dans le monde de la musique tunisienne. Oui. Oui, je voulais écrire sur lui. Abdelaziz Ismaïl. Oui, absolument. Je voulais absolument, comment dirais-je, le garder en vie, en fait. Parce que je voyais que les nouvelles générations ne le connaissaient pas du tout, alors que les vieux le connaissaient. D'ailleurs, ce livre-là, je l'ai fait à base de témoignages et d'articles de presse. Je ne voulais pas être la petite fille qui disait « mon grand-père était ceci, cela ». Donc, j'ai amené tout... J'ai mis beaucoup de temps pour ramasser de la matière, parce que j'en avais pas. Et aussi, il fait partie donc de cette génération où on ne parle pas de soi. Et je le connaissais très bien, mon grand-père. Je le voyais tous les jours jusqu'à sa mort. J'aimais beaucoup ce grand-père. Et je le voyais vraiment tous les jours. J'adorais sa compagnie. Et je m'étais dit à un moment donné, si je ne vais pas écrire sur lui, il va disparaître, il va mourir. Et chose que je ne voulais pas. Et donc,
je connaissais rien. Moi, je suis de la génération Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, hein, c'est-à-dire le Malouf absolument inconnu. Et j'avais fait un grand effort, d'abord, de me pencher sur qu'est-ce que c'est la musique tunisienne. Quand est-ce qu'elle a commencé? Quelles sont ses racines? Ça m'a pris une année pour faire des recherches et de comprendre. Donc je suis remontée à Carthage. Et après, doucement, quand je suis arrivée, donc, surtout au XIIe, XIIIe siècle, avec les Zéouia, tout ça et tout, je commençais à comprendre l'âme de la musique tunisienne. Et ensuite, quand je suis arrivée au XIXe siècle, là, j'ai compris le rôle de mon grand-père. Voilà. Alors, quel était-il ce rôle? Il a vraiment créé la première institution de musique, ça veut dire... là, j'ai rencontré récemment Salwa, soudain j'ai un blackout avec le nom, excusez-moi, qui s'occupe donc... Salwa Ben Hafayez, merci infiniment, qui s'occupe de la section musicologie de Nejma Zahra, dont elle est la directrice. Absolument. Et elle me dit, votre grand-père a créé la première école, à sa manière, de musique à Tunis en 1916, ce qui est vrai, en 1916, bien avant Rachidia. Et voilà, donc moi j'ai appris tout ça par mes recherches, parce que mon grand-père jamais n'aurait... Parce que chez nous, en tous les cas dans ma famille, on ne dit pas « je fais ». Et ma mère aussi et mon père, on ne dit pas « je fais », parce qu'ils te disent « c'est Dieu qui fait ». Et donc et c'est vraiment par mes recherches que j'ai compris son rôle. Voilà. Abdelaziz Jmail, dont on dit qu'il était Cheikh el-Fannanin, c'est d'ailleurs le titre de votre livre, et qu'il animait la Zaouia el-Fanniya qui Absolument. se trouve à la rue Benjima du côté de la place Ramdan Bey. Et cette enquête, Kelfoum Jmail, nous rappelle une chose, c'est que vous avez fait vos premiers pas à la télévision tunisienne. Et ensuite, vous êtes revenu et vous avez longtemps travaillé à la radio tunisienne. Oui, 3 ans en tout, hein, 3 ans, pas si longtemps que ça. Et puis voilà, oui, j'ai connu la radio tunisienne, oui. Et vous avez poursuivi donc dans vos publications avec une simple contribution, mais dans un livre important, un livre intitulé Tunis, métropole arabe et méditerranéenne, oui, paru en 2019. Oui, c'était avec monsieur Abdelaziz Daouleti qui a créé, nous étions 43 personnes, mais il a fait un livre fabuleux sur Tunis. Et la culture de Tunis, c'est un travail colossal qu'il a fait. Donc moi j'étais rien, c'est-à-dire on était plusieurs pour faire ce livre, mais quand même pour faire une synthèse de la musique tunisienne, ça m'a pris quand même presque 5 mois, hein, parce que j'ai mis tous mes livres, toute ma documentation par terre. Et j'ai refouillé, cherché, vraiment, parce que j'étais là avec des gens qui étaient très importants, je ne pouvais pas me permettre une seule erreur. Et c'était un moment vraiment très spécial aussi. Oui. Mais votre chef-d'œuvre, c'est probablement cette publication, L'homme et l'oiseau, un lien éternel. En tout cas, là, c'est un travail colossal qui vous a pris plusieurs années. Oui, 5 ans, oui. C'est un petit livre, mais ça m'a pris beaucoup de temps, parce que cette relation de l'homme avec l'oiseau, c'est depuis la nuit des temps. Parmi les premiers dieux, c'était l'oiseau. Et l'homme a pris beaucoup de l'oiseau. Je suppose que quand il sortait de sa caverne, les premières fois qu'il sortait de sa grotte, il s'est inspiré de cet oiseau qui allait tisser donc son nid, et il va inspirer l'homme. L'homme va faire sa petite hutte avec des branchages et tout ça et tout. Et l'oiseau, et d'ailleurs maintenant c'est prouvé scientifiquement que c'est un animal qui est très 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 intelligent, très intelligent. Et on le connaît très mal. C'est-à-dire c'est l'animal qu'on côtoie le plus. À la naissance, on le côtoie, toute sa vie, on le côtoie, on en parle, il existe dans tous les poèmes, tout ça et tout, et on ne le connaît pas.
Et ce qui vous a intéressé en particulier, c'est ce lien, cette relation entre l'homme et l'oiseau. Absolument, absolument, qui est forte. Et il est fascinant, parce que même maintenant, le corbeau se met un peu à parler. C'est-à-dire qu'il a une évolution incroyable. On sait que le perroquet, certains perroquets, pas tous, parlent. Et c'est fascinant. C'est le seul animal qui parle, qui vraiment parle. En tout cas, on aura l'occasion de revenir à cet ouvrage, dont je rappelle le titre à nos auditeurs, L'homme et l'oiseau, un lien éternel, aux éditions L'Harmattan en 2023. Revenons maintenant, si vous voulez bien, à nos histoires pour enfants de 9 à 99 ans. Oui. C'est une seule histoire. Il n'y a pas plusieurs histoires. C'est une histoire. Et tout au long de ce petit roman, c'est le grand-père qui essaie d'initier son petit-fils aux oiseaux. Alors, il va l'initier à travers une aventure de 3 pêcheurs de Quélibia et 3 pêcheurs siciliens qui vont donc... Est-ce que je raconte tout ? Je raconte. Comme vous voulez. J'espère que je ne vais pas tout mâcher, mais donc qui vont vivre une aventure. Donc ils vont pour aller chercher des perroquets en fait. Pourquoi ? Parce que alors là l'histoire se passe, donc le grand-père raconte maintenant de nos jours, mais cette aventure qu'il va raconter à son petit-fils se passe en 1909. Et c'est parce que là, ce sont les premiers chalutiers qui vont venir avec le moteur, qui vont apparaître en tous les cas en Méditerranée. Cette aventure va se passer en 1909. Pourquoi ? Parce que les perroquets, en Europe, et un peu, parce que le bey va offrir un perroquet à sa 3e épouse. Et ils vont savoir que les perroquets se vendent et que ça va être un marché lucratif probablement. Et c'est comme ça que les 6 pêcheurs vont aller au Brésil pour ramener des perroquets qu'ils revendent sur leur marché en Europe pour se faire de l'argent, pour acheter un chalutier à moteur. Très bien. Voilà. Donc on n'en dit pas plus on invite les lecteurs à découvrir cet ouvrage intitulé Histoire pour enfants de 9 à 99 ans. Et vous, votre propre histoire avec l'écriture, en fait, a commencé très tôt parce que vous avez écrit et vous n'avez pas publié. Non. Et puis vous êtes revenu plus tard à l'écriture. Absolument, absolument. J'ai un tiroir avec plein de... Je n'osais pas dire que j'écrivais, parce que déjà on me trouvait à moitié folle avec la peinture, et dire que j'écrivais, donc ça devenait trop. Et c'est vrai que quand on vieillit et on atteint le vieillage, Dieu merci, on n'a plus honte. Moi j'ai plus honte, c'est fini. Mais quand j'étais jeune, j'avais tout le temps honte. Les gens ne se rendaient pas compte, mais j'étais très... comment dirais-je, privé, très privé. Il y avait beaucoup de choses dont je ne parlais pas, absolument pas. Et j'adore écrire. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, quand je reste 2-3 jours, je n'aligne pas 5 lignes, je suis malade. C'est-à-dire, il faut absolument que j'écrive n'importe quoi. Et si mes informations sont bonnes, vous avez même proposé un texte à un âge relativement jeune. Oui, mais non, je ne veux pas en parler parce que oui, et donc le texte a été refusé parce qu'à ce moment-là, la bonne femme m'avait dit que mon écriture n'était plus à la mode. Voilà. Mais vous avez continué à écrire de toutes les manières, et là, vous avez beaucoup de textes non publiés. Pas beaucoup. J'ai 2 textes vraiment qui sont pas publiés, mais je vais pas, je sais pas, peut-être que je vais pas j'en sais rien. Je vais le garder parce que ce sont vraiment 2 nouvelles que voilà. Et pour le moment, vous êtes concentré sur Histoire pour enfants de 9 à 99 ans, qui, je crois, va être présenté au public prochainement. Oui, absolument. Donc, Elkité me propose une présentation pour le mois d'octobre. Septembre, fin septembre.
Et ce sera donc la première présentation. Ce sera la première présentation, voilà. Est-ce que vous en profiterez pour montrer vos autres livres? Parce que le plus connu, en fait, c'est celui qui est intitulé Abdelaziz Jmaïel Cheikh El-Fannanine, un livre qui s'intéresse au siècle de la Tunisie moderne également. Hein. Et puis un livre qui a été traduit en langue arabe, qui a été primé par le Crédif, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Donc c'est un livre qui circule encore. Il est encore chez El Kiteb, absolument. Mais je le présente plus parce que je l'ai tellement présenté. Maintenant, j'ai envie de présenter celui-ci parce que mon prochain écrit, et j'ai commencé déjà un peu, ça va être un roman, mais pour vieux. Pour vieux, il est pour de vrais vieux. Et celui-ci est pour enfants aussi, c'est ça que vous Ça, c'est enfant et vieux. Ça, c'est le grand-père, c'est la relation, c'est-à-dire entre... Écoutez, il y a tellement de grands-pères et de grands-mères aussi qui parlent avec leurs enfants. Moi, je suis grand-mère aussi, mais j'adore raconter de vraies histoires à mon petit-fils parce que je trouve que c'est... Les enfants, d'abord, ont changé. Hein. Maintenant, c'est à l'âge de 9 ans, vous parlez avec eux comme vous parlez avec un adulte. Comme vous pouvez parler avec un adulte. Ils sont ouverts pour eux à tout ce qu'ils peuvent apprendre. Pourquoi ne pas leur raconter de vraies histoires avec de vrais événements, avec de vraies dates, avec de vraies choses qui se sont passées. Je reviens juste une seconde pour les pêcheurs. Sur les pêcheurs. J'ai encore un petit moment. Les pêcheurs font partie de nos héros parce que dans les périodes de disette et de famine, les pêcheurs nous ont beaucoup sauvé la vie parce que on nous ramène ces poissons. Voilà, je voulais dire ça. Tout à fait. Alors donc un roman, Histoire pour enfants de 9 à 99 ans, et en fait un roman qui se lit, selon vos propos, à 2 vitesses, une vitesse pour les enfants, une vitesse pour les adultes. Absolument. Oui. À lire en famille finalement. Absolument, oui. Absolument. Et et les enfants et les grands-parents peuvent argumenter, peuvent... Voilà. Tout à fait. Donc un livre de découverte, un livre de formation, comme on dit en littérature, puisqu'il permet justement de se projeter dans un univers ludique, dans un univers d'aventure. Oui. Et les enfants adorent les aventures. Ils adorent. Alors là, vraiment, c'est... Voilà. Et aussi, alors, dernier point, moi j'écris d'une manière très paisible, c'est-à-dire je ne suis pas dans la formule, l'angoisse, le déchirement, le truc, c'est pas mon truc, voilà. Très bien. Merci beaucoup Kelfoum Jmaïl pour la présentation de cet ouvrage dont je rappelle le titre, Histoire pour enfants de 9 à 99 ans, un livre paru récemment et puis qui commence à circuler et que nous aurons l'occasion de relire avec vous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes également l'auteur de La préhistoire ou le génie créateur de l'homme, Jugurtha 2008, Saadou le magnifique, une collection de livres pour enfants avec 4 volumes parus en 2012, Abdelaziz Jmaïel Cheikh El-Fannanine et le siècle de la Tunisie moderne, 2012, et puis également L'homme et l'oiseau, un lien éternel qui est l'autre versant de ce livre qui nous intéresse aujourd'hui. Un grand merci d'être passé avec nous ici au Studio 3. Merci infiniment, merci.